Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui le dernier chapitre de ce cours qui sera consacré à l'application des rayons X pour l'identification des substances. Nous avons vu que si on analyse un diffractogramme, c'est-à-dire un spectre de diffraction des rayons X, c'est-à-dire encore la courbe I en fonction de 2θ, eh bien, deux paramètres sont généralement pris en compte. L'angle de diffraction θ et l'intensité des raies I. Alors les angles de diffraction θ, à l'aide de la relation de Bragg, ils vont nous permettre de calculer les distances articulaires, c'est-à-dire les plans HK responsables de la diffraction pour une longueur d'onde, donc lambda de l'anode connue. Et donc chaque raie correspond à un angle θ qui correspond à un plan D de HKL donné. Et donc à l'aide de la mesure de θ, on va pouvoir calculer les D de HKL, et comme ceux-ci sont une fonction des paramètres de maille et des indices de Miller, donc on va pouvoir calculer les paramètres de maille et indexer, c'est-à-dire attribuer les indices HKL à ces raies. De même, puisque les paramètres de maille sont en relation avec les rayons des atomes ou des ions, eh bien les distances articulaires aussi sont une fonction des rayons des ions ou rayons atomiques. Donc, finalement, à partir de la mesure de θ, on peut avoir plein d'informations. Alors, comment les deux HK sont reliés aux rayons des atomes ou des ions? Je vous cite tout simplement les relations de tangence. Si je prends par exemple la structure de NaCl avec les Na+, en cubique à face centrée et les Cl- au milieu des arêtes et au centre du cube, eh bien la relation de tangence dans le cas de NaCl, c'est que le paramètre A est égal à 2 fois le rayon de Na+, plus 2 fois le rayon de Cl-. Et donc, A est une fonction des rayons, et comme D est fonction de A, eh bien D est fonction des rayons. Et finalement, cet angle θ et les paramètres cristallins de manière générale dépendent de la nature des atomes et de la nature des liaisons chimiques qui constituent donc le composé étudié. Deuxième paramètre, c'est les intensités de diffraction. Alors on a vu que ces intensités de diffraction, elles dépendent des positions atomiques, c'est-à-dire de la position des atomes dans la maille, mais également de ce coefficient qui est le facteur de diffusion, et donc l'intensité dépend de la nature des atomes. Et si j'ai des composés comme ceux-là, par exemple ZnF2O4 et NiF2O4, qui ont la structure spinelle, eh bien ils ont exactement la même structure. Ce qui change, c'est uniquement le cation Ni2+, et Zn2+, et même si le rayon de ces cations sont très proches, eh bien on voit sur les spectres de rayons X de ces deux composés que les spectres sont légèrement différents. On voit que les angles θ sont légèrement différents et que même les intensités sont légèrement différentes. Par exemple, regardons cette raie, la bleue elle est beaucoup plus intense que la raie rouge. Ici, la raie rouge est légèrement un tout petit peu plus intense que la bleue. Donc, on a une différence du point de vue intensité et une différence également concernant le θ. Et même si ces composés sont isotypes, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la même structure et que les cations ont des rayons ioniques très proches. Même chose si je passe à ces structures, donc à ces composés de structures utiles, TiO2, donc là c'est MnF2, NiF2, SOF2. Ce qui change, donc c'est les cations métalliques, donc c'est des éléments de transition 3D. Et bien là, la différence est nettement plus grande. On voit que non seulement on a les angles de θ sont très différents pour chaque phase, mais également les intensités sont très différentes. Donc, on a la même structure, mais des cations différents, un cation différent.
Et donc là encore, on a des spectres différents. Même chose si je regarde par exemple donc ces spectres des composés CaSO4 2H2O, CaSO4 0,5H2O et SO4 anhydre. Eh bien, le premier, c'est le gypse. Le deuxième, c'est le plâtre. Alors, le plâtre, c'est ce qu'on appelle en dérija, c'est ce qu'on appelle le GBS. D'accord? Donc, le plâtre, le GBS, quand on lui ajoute de l'eau, il nous donne du gypse. A l'inverse, si on prend du gypse et qu'on le chauffe à une certaine température, il va perdre de l'eau. Il va nous donner d'abord le plâtre, et ensuite, si on chauffe encore, eh bien, il va nous donner du sulfate de calcium anhydre. Eh bien, on a à peu près les mêmes composants. La seule différence, c'est la quantité d'eau que contiennent ces molécules. Eh bien, pourtant, on trouve des spectres totalement différents les uns des autres. Et pourtant, il n'y a qu'une une demi-molécule d'eau entre celui-ci et celui-là. Mais c'est suffisant pour avoir donc des spectres différents. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour chaque phase cristalline pure, le spectre de diffraction des rayons X est toujours le même, mais surtout que c'est une signature de phase. Le diffractogramme d'une phase est pur, il est toujours le même, et il diffère d'une phase à l'autre. Lorsqu'on passe d'un composé à un autre, on a forcément donc un spectre qui est différent. Et donc il s'agit pour chaque composé d'une signature de phase. C'est comme si c'était une empreinte digitale. Chaque individu a une empreinte digitale qui lui est propre. Pareil, chaque composé cristallisé, chaque solide cristallisé a une signature de phase, a un diffractogramme qui lui est particulier. Et comme donc il s'agit donc de quelque chose de particulier, on peut comme ça dresser un tableau, donc une fiche caractéristique pour chaque liste, comme si on allait dresser une carte d'identité nationale dans laquelle il y a les empreintes et les renseignements concernant l'individu. Pareil, on peut donc établir des fiches caractéristiques pour chaque composé et constituer ainsi une banque de données. Et la consultation de ces banques de données va permettre, donc par une simple comparaison, donc une fois qu'on en a besoin, si on ne connaît pas, on veut étudier donc un composé dont on ne connaît pas les composants inconnus, donc on peut, en consultant les bases de données, on fait de l'identification de phase, c'est-à-dire on peut dire dans ce composé, il y a voilà les éléments qu'il contient, voilà la structure, etc. Et on va voir tout ça en détail. Alors dès 1938, l'American Society for Testing Materials, donc en abréviation ASTM, elle a édité des fiches qu'ils ont appelées donc fiches PDF, donc Powder Diffraction Files, fichiers de diffraction de poudre, ou qu'on appelle plus communément ASTM. Et dans ces fiches, on donne la série des distances D2HKL caractéristiques d'une substance cristallisée. Par exemple, donc, on donne les D2HKL, donc à gauche en haut, on donne les D2HKL des raies les plus intenses, on donne 3 raies les plus intenses. C'est celle-là, c'est celle-ci, 1 pour 100%, donc la 5,5, la 2,85 et la 3,03. Ce sont les 3 raies les plus intenses. On donne la formule et des fois quelques autres renseignements, mais surtout on donne toute la liste des D2H, c'est-à-dire les D2HK de toutes les raies du spectre ainsi que l'intensité relative. Alors pourquoi on donne uniquement 3 raies? Eh bien, ça permet de faciliter la recherche. Ce n'est pas la peine de chercher toutes les raies. On commence, lorsqu'on fait une recherche d'identification, on commence par les raies les plus intenses. Parce que si ces raies, on ne les trouve pas dans notre composé, ça veut dire, a fortiori, qu'on ne va pas trouver celles qui ont une intensité faible. Donc si on trouve celle-là, on peut chercher les autres. Mais si on ne les trouve pas, ce n'est pas la peine de continuer. Donc ça facilite un peu le travail de recherche. On verra ça plus en détail en travaux pratiques. Alors plus tard, des améliorations ont été apportées à ces fiches.
D'ailleurs, il y a encore de nos jours, même de nos jours, il y a d'autres bases de données donc avec des fiches beaucoup plus euh, améliorées. Et en effet, on y a ajouté d'autres informations. Bon, la formule, le nom du produit, les- les conditions d'enregistrement du spectre, les paramètres cristallins, donc des renseignements sur les paramètres cristallins, des renseignements euh, sur l'optique cristalline, des renseignements aussi sur la manière de, de préparation de cet échantillon, etc., etc. Et d'ailleurs, si on va voir tout à l'heure le détail de tout ça. Et la consultation des fiches, normalement, lorsqu'on a un spectre comme celui-là d'un composé inconnu, ben, en consultant les fiches, on doit être capable à la fin donc d'indexer toutes les raies. Et c'est le cas, par exemple, de ce spectre-là ou de ce spectre-ci. Et donc, à l'aide de ces fiches, donc, on doit arriver à indexer toutes les raies et à savoir à qui appartiennent donc, ces raies. Alors, que signifient les données? Eh bien, on va les voir en détail. Donc, les D1, D2 et D3, ce sont les DHKL, les trois raies les plus intenses. I sur I0, c'est l'intensité par rapport à la raie la plus intense. En 3, ce sont les conditions d'enregistrement, donc c'est-à-dire la radiation utilisée, la longueur d'onde, donc cuivre, ou molybdène ou fer, la longueur d'onde, le filtre qu'on a utilisé, si c'est la méthode de Debye-Scherrer, donc le diamètre de la chambre, euh, le nombre de DHKL observé avec le dispositif qu'on a utilisé, le collimateur, est-ce qu'il s'agit de miroirs, donc, ce sont les précisions sur l'optique de l'appareil, est-ce que ce sont des miroirs ou des monocristaux, la méthode de mesure des intensités, et puis les références donc, des données qui sont fournies. De même, en 4, on nous donne des renseignements sur le système, donc la symétrie cristalline, le groupe d'espace qui donne les éléments de symétrie, les paramètres cristallins, A, B, C, alpha, bêta, gamma, le nombre de motifs par maille également. En 5, ce sont les données d'optique cristalline, mais également la densité calculée à partir de la maille, le point de fusion et la couleur de l'échantillon. Et en 6, des renseignements sur le produit utilisé. Donc, est-ce que c'est un produit naturel, synthétique, comment il a été synthétisé, etc. etc. Avec ceci, ben, en premier, on a donc la formule chimique et le nom du produit, parce que la formule chimique, bon, elle va servir aux chimistes, mais le nom du produit, donc ça peut être un nom commercial, ça peut être le nom qu'utilisent les géologues, donc il faut préciser à chaque fois la formule chimique et le nom du produit. Et enfin, donc, l'indice de qualité de la fiche. Est-ce que c'est une valeur, les valeurs qui sont données, est-ce que ce sont des valeurs précises? Est-ce que ce sont des valeurs uniquement indexées? Est-ce que c'est des valeurs un peu médiocres, donc le mode de calcul n'est pas terrible? Ou est-ce que ce sont tout simplement des valeurs qui sont calculées à partir de paramètres et non pas à partir du spectre? Et enfin, en 9, donc le numéro de la fiche. Et ce numéro permet de connaître l'année de parution. Par exemple, pour cette fiche-là, donc on prend le premier chiffre, donc le 24, et on lui ajoute 1950 parce que les fiches ont commencé en 1950. Et ça nous donne l'année qui est 1974 pour cette fiche, par exemple. Alors plus tard, donc dans les années 90, donc les fichiers ASTM ont été alors, avec l'essor donc de l'informatique, les fichiers ASTM ont été informatisés et mis à jour, et ils ont donné naissance aux fiches PDF, qui constituent la nouvelle banque de données JCPDS du Joint Committee of Powder Diffraction Standards, et qui réunissent maintenant plus de 500 000 références. Et maintenant, ces fiches sont beaucoup plus intéressantes parce que, en plus,
donc du nom, de la formule, du nom, des références des auteurs qui ont publié donc, ce spectre. On a la masse molaire, le volume de maille, les densités, les paramètres de maille, etc. Et on peut même avoir des renseignements sur le mode de synthèse. Et on peut avoir, comme c'est informatisé, on peut avoir soit les raies et 2 θ, donc les ondes de diffraction, ou les d de HKL correspondants, ainsi que l'intensité relative. Et on a même une image donc, du spectre, donc avec les raies et leurs intensités. Alors comme tout ceci a été informatisé, eh bien maintenant il existe des logiciels qui ont été mis au point pour faciliter l'accès à l'exploitation de ces bases de données. Et maintenant on peut carrément faire une acquisition, c'est-à-dire utiliser un appareil de diffraction de rayons X, et ces données vont immédiatement être traitées par ordinateur, et en utilisant des logiciels comme Diffract, EVA ou d'autres, hein, on peut tout de suite donc faire la recherche et l'identification des substances. Alors une fois qu'on a obtenu le spectre, eh bien, il faut le dépouiller, donc on le dépouille de la manière qu'on connaît, c'est-à-dire on détermine θ, on mesure θ et l'intensité relative, et puis pour faire de l'identification de substances, ben ça va se faire soit manuellement, et c'est ce qu'on va faire en TP, soit à l'aide de logiciels. Alors, comment on va faire manuellement? Eh bien, il faut consulter les fiches et trouver celles qui présentent la correspondance parfaite de l'ensemble des distances réticulaires du diagramme expérimental avec celles mentionnées dans la fiche. C'est-à-dire, il va falloir trouver une fiche. Si c'est un composé pur, eh bien, il faut trouver la fiche à partir de laquelle on va pouvoir indexer toutes les raies du diagramme. S'il s'agit d'un mélange, eh bien, pareil, il va falloir trouver les fiches des composés et indexer toutes les raies de ce diagramme. Et le but de la consultation des fiches, c'est de découvrir quel est le corps, le composé ou le mélange de composés qui présente un tel diffractogramme. On fera ça en TP, Inch'Allah. Alors, comment on procède? Alors, on va d'abord prendre les 3 raies les plus intenses. Donc, on va calculer leur D de HKL. Et connaissant la nature des éléments en présence, c'est-à-dire, je sais ce que j'ai mis dans mon produit, soit pour faire une réaction, soit pour autre, eh bien, je vais chercher quelles sont les phases possibles. Et je vais chercher donc les fiches qui correspondent à ce composé-là. Si je veux faire la synthèse de ZnFe2O4 à partir de ZnO et Fe2O3, eh bien, il me faut chercher les phases de ZnO, de Fe2O3, de ZnFe2O4 et toutes les phases donc entre le zinc et le fer pour voir est-ce que la réaction elle a eu lieu, elle est complète, elle n'est pas complète, etc. Et donc je cherche les fiches correspondantes à tous les composés possibles et je compare les 3 raies les plus intenses avec celle de la fiche. Mais d'abord, je repère donc le numéro de la fiche. Une fois que j'ai trouvé la correspondance des 3 raies les plus intenses, ben, je cherche également la suite des raies et comme ça, donc je trouve la nature du composé. Pour que l'identification soit valable, il faut la correspondance complète entre les raies mesurées et les raies de la fiche correspondante. C'est-à-dire que toutes les raies qui sont dans la fiche, ben, je dois les trouver sur le spectre. S'il y a des raies en plus, ça veut dire qu'ils appartiennent à un autre composé. Et donc que j'ai un mélange. Il ne faudra pas oublier, lorsqu'on fait la recherche de substances, que bon, il existe des incertitudes expérimentales qui sont à peu près de l'ordre de 2% sur les valeurs de DHKL et qui sont dues, bon, vous le verrez en TP, c'est
ce sont les erreurs de mesure. Bon, si les mesures sont faites par ordinateur, c'est OK. Et sinon, si on les fait soi-même à la main, eh bien, donc il faut avoir un certain degré d'incertitude, puisqu'on mesure à l'aide d'une règle, donc qui elle-même a des incertitudes, et puis l'erreur de parallaxe, c'est-à-dire comment on se situe par rapport à l'axe de l'arrêt. Est-ce qu'on est juste en face? Est-ce qu'on est un peu à droite, un peu à gauche? Donc c'est ce qu'on appelle les erreurs de parallaxe. Et le diagramme est considéré comme expliqué si chaque pic, chaque raie qui est visible correspond à une raie d'une fiche sélectionnée, c'est-à-dire qu'on sait qu'à chaque raie à qui elle appartient. Si c'est un composé pur, ben, toutes les raies, donc on sait à qui ils appartiennent. Si c'est un mélange, eh bien, on connaît donc les raies de chaque composé du mélange. Et à la fin, donc, on a quelque chose de ce genre. Donc, on a des raies, on indexe toutes les raies qu'il y a. Alors, lorsqu'il s'agit d'un mélange de plusieurs phases, cette étape est un peu plus longue parce qu'il faut d'abord chercher la correspondance de la raie, non pas trois raies, mais d'une raie la plus forte avec l'une des fiches, et continuer avec la même fiche, donc pour isoler la première phase, et ensuite on prend les raies qui restent, eh bien on prend celle qui est la plus intense et on cherche à qui elle correspond. Et comme ça, on aura donc trouvé donc, à quoi correspondent les raies des deux phases. Alors dans le cas du traitement par ordinateur, on va le voir à la fin de cette vidéo. Bon, on va utiliser des logiciels. Bon, ici on a un spectre du plâtre. Eh bien, on voit à l'aide de l'ordinateur, donc, on a introduit donc quels sont les éléments, c'est Ca, SO4, H2O, donc, et on voit bien que les raies donc, appartiennent au plâtre. Il reste une raie comme celle-là par exemple, qui en plus, celle-ci aussi, celle-là, eh bien, elles appartiennent à une autre phase, et en recherchant, on a trouvé que, en fait, elles appartiennent à CaCO3, c'est-à-dire au carbonate de sodium. Et on a la fiche correspondante, on peut donc indexer toutes les raies, et on voit déjà quelles sont les raies du plâtre et quelles sont les raies du carbonate de sodium en jaune, le carbonate de calcium en jaune et le plâtre en bleu. Alors ici, donc c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est un spectre dans lequel on a du plâtre, du gypse. On a mis également, on cherche un peu, est-ce qu'il contient du MgCO3, du carbonate de magnésium ou du carbonate de calcium ou de la silice. Bon, il y a plein de raies, mais en fait, il s'agit tout simplement de MgCO3 plus du plâtre. On va le voir, le même spectre, on va le voir tout à l'heure. Alors, lorsqu'on fait cette identification, des fois on a certains problèmes. Et ces problèmes vont rendre l'identification un peu plus difficile, et même des fois impossible. Et ceci est dû principalement à 4 phénomènes. D'abord, un décalage des pics. Alors, l'appareil peut être, pour une raison ou pour une autre, il peut avoir un décalage, c'est-à-dire que lorsqu'on mesure un angle θ, eh bien, la vraie valeur, c'est θ plus un epsilon, donc, et cet epsilon, c'est le décalage. Soit parce qu'il y a eu une mauvaise manipulation de l'expérimentateur, soit parce que l'appareil s'est déréglé pour une raison donnée. Et donc, pour corriger ces problèmes, des fois, on utilise ce qu'on appelle un étalon interne ou même externe. C'est-à-dire, on va passer un composé dont on connaît avec précision la position des raies, c'est-à-dire dont on connaît avec précision les θ. Soit on le mélange avec notre produit, soit on le passe avant ou après le produit, et on le mesure et on détermine la différence
comme on connaît la valeur exacte de θ, si on trouve une valeur qui est différente, ça veut dire qu'il y a un décalage et on corrige ce décalage par rapport à notre produit, donc, qui va avoir le même décalage, et donc ça va nous permettre de faire une correction et d'avoir la vraie valeur des angles θ. Deuxième chose, on peut avoir également une variation des intensités. Pour un même composé, donc, on peut avoir donc des intensités qui ne sont pas celles qui sont données dans les fiches. Des fois, ça arrive parce que tout simplement, pour certains composés qui ont des structures un peu lamellaires, donc en lamelles ou en feuillets, donc lorsqu'on prépare l'échantillon pour le passer aux rayons X, le fait de tasser, donc d'écraser la poudre pour en faire un plan horizontal, eh bien, ça provoque une orientation préférentielle des cristallites. Donc on oriente les cristallites et on va favoriser donc, la diffraction de certains plans, et donc leur intensité va être beaucoup plus grande par rapport aux autres. Et donc, ça va rendre difficile l'identification. Alors, pour remédier à ce problème, eh bien, souvent, on fait, pour des produits qui sont comme ça, eh bien, on fait cette poudre, on la mélange dans de l'alcool et on la dépose sur le porte-échantillon, ou alors tout simplement on met de la colle et on verse la poudre sans tasser la poudre, sans l'écraser, pour éviter l'orientation préférentielle. Troisième problème, c'est ce qu'on appelle la ressemblance entre les signatures. Alors, on a des composés qui sont isotypes, qu'on appelle également isomorphes, qui ont des compositions chimiques différentes, mais des structures identiques. On a vu tout à l'heure les spinels ou les types rutiles. Eh bien, là, c'est le cas du quartz et de la beryllinite, AlPO4, donc qui ont des paramètres très proches, donc même structure avec des paramètres très proches, et une structure hexagonale et un rapport C sur A identique. Eh bien, ces deux donc, ont des spectres presque identiques. Alors, pour faire la différence entre les deux, c'est très difficile. On est obligé de faire une analyse chimique pour savoir est-ce que c'est AlPO4 ou est-ce que c'est SiO2. Donc mais ce sont des cas un peu rares. Deuxième cas, c'est le cas des métaux et des alliages. Alors, beaucoup de métaux ont des mailles cubiques avec des paramètres voisins. S'ils ont des paramètres voisins, ça veut dire qu'ils ont des rayons voisins, et donc leurs diagrammes sont presque identiques. C'est le cas par exemple de l'or, qui a un paramètre de 4,070, et de l'argent, qui a un paramètre de 4,079. Même chose dans le cas des alliages. Par exemple, j'étudie un alliage cuivre-argent, le paramètre va varier entre celui du cuivre, qui est égal à 3,610 angstroms, et celui de l'argent, qui est égal à 4,079 angstroms. Et entre ces deux, il existe une composition qui a un paramètre rigoureusement égal à 4,05 angstroms. Mais en fait, ce paramètre-là, il est égal aussi au paramètre de l'aluminium. Alors quand on trouve un paramètre comme ça, ça peut être celui de l'aluminium ou celui d'un alliage argent-cuivre. Et là encore, il faudra faire une analyse chimique pour savoir de quoi il s'agit. La dernière chose, c'est lorsqu'on a un mélange et qu'on a une phase qui est présente en petite quantité. Vous savez que l'intensité est fonction de la quantité du volume de matière. Donc, si j'ai un mélange de deux composés, mais l'un est majoritaire et l'autre est minoritaire, celui qui est minoritaire, il aura des intensités qui sont faibles. Et donc, il va être difficile de détecter tous les pics de cette phase et de confirmer rigoureusement la présence ou non de ce composé. Alors, cette partie d'identification des substances, elle repose sur 3 points importants pour réussir une bonne identification.
d'abord une mesure de qualité. Ça veut dire une bonne préparation de l'échantillon en évitant l'orientation préférentielle des cristallites, de bons paramètres de mesure, c'est-à-dire la bonne vitesse d'acquisition, la vitesse donc de rotation du détecteur et de l'échantillon, etc. Et puis un appareil qui est bien réglé, qu'il n'y ait pas de décalage de pic qui introduit donc des erreurs supplémentaires. Deuxième chose, une base de données donc adaptée au problème, c'est-à-dire complète, donc surtout quand on étudie un échantillon totalement inconnu. Et puis un algorithme de présélection performant, c'est-à-dire un logiciel qui permet donc une bonne recherche des composés. Alors sachez que avec les logiciels actuels, on peut même pour un composé, pour un échantillon inconnu dont on ne connaît ni la structure ni les éléments qu'il contient, on peut, avec le logiciel, il nous propose, donc il fait lui-même donc cette identification, et à la fin, il nous propose donc une série donc de composés, donc avec ce qu'on appelle des figures numériques, c'est-à-dire celle qui est la plus probable, donc de la plus probable à la moins probable. Et c'est alors à l'expérimentateur donc de trancher et de choisir celle qui lui convient. Et enfin, donc pour une bonne réussite de l'identification, il faut la compétence et l'expérience de l'utilisateur pour le choix des phases, comme je viens de le dire, donc pour l'étude des échantillons inconnus. Alors, avant de finir, donc je vais vous montrer le spectre d'un composé, donc voilà, d'un gypse naturel. Donc ça, c'est le spectre, le diagramme de diffraction X du spectre. Donc j'utilise un logiciel qui s'appelle iScore. Et donc, une fois que j'ai ce spectre, donc je peux jouer dessus, je peux faire des zooms, etc., etc. Mais je peux surtout faire de l'analyse. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc, mais rapidement, je vais chercher, je sais qu'il s'agit d'un gypse qui a subi certains traitements. Eh bien, je vais voir donc les éléments que contient ce gypse. Eh bien, d'abord, le gypse CaSO4 2H2O. Donc, je choisis CA, S, O et H comme éléments. Voilà. Bon, je vais mettre cancel parce que... Et je vais me chercher tous les composés donc, qui contiennent du calcium, du soufre, de l'oxygène et de l'hydrogène. Et voilà, donc j'ai toute une liste de composés. Et bien je choisis par exemple celui-ci. Donc vous voyez, il me donne donc des raies. Bon, si je prends un autre, bon, voilà, celui-ci par exemple. Donc ne correspond pas parce que il n'y a pas, pour ces traits, je n'ai pas de trait. Pour celui-là, pareil. Celui-ci, j'ai des raies, mais il me reste beaucoup d'autres raies. Mais le meilleur, donc, c'est celui-ci où j'ai toutes les raies sont indexées. Et voilà que je les porte. Donc, en changeant de couleur, voilà, je vois que toutes les raies correspondent à ceux de ce composé là. Et si je regarde la fiche, donc je clique dessus 2 fois et il va me donner la fiche PDF de ce composé. Il s'agit bien du gypse de formule CaSO4 2H2O, donc le système monoclinique avec les paramètres de maille, le volume de maille, le nombre de motifs, les références sur la collecte des données, les références de l'auteur de cet article, et puis la liste des raies, des pics, avec les D2HKL, les 2 θ correspondants,
et l'intensité relative. Bien entendu, la longueur d'onde, elle est quelque part, donc voilà, à la fin j'ai également une image du spectre. Et bien c'est la même que j'ai ici. Donc je peux dire que ce composé-là, c'est un composé pur, c'est une phase cristalline pure, et il s'agit donc du CaSO4 2H2O. A l'inverse, ça c'est le spectre d'un plâtre commercial. Alors le plâtre c'est CaSO4 mais 1,5 de H2O, donc c'est un plâtre qu'on a acheté et dont on respecte de rayons X. Pareil, donc je vais faire la recherche donc CaSO et H, et pareil, je vais trouver qu'il y a quelques raies qui appartiennent, donc c'est déjà, je l'ai déjà fait, donc des raies, voici la fiche correspondante. Donc c'est CaSO4 1,5 de H2O. Lui aussi il est monoclinique et j'ai les paramètres de maille, les références là encore, les références de l'article, les D de HKL, les D de θ, les intensités relatives. Et là encore, j'ai une image du spectre de ce composé. Mais en regardant bien, on voit que il reste cette raie qui n'est pas indexée. Il reste cet épaulement-là, on ne sait pas à qui elle appartient. Eh bien, il va falloir chercher autre chose. Mais quand il s'agit de plâtre, on sait que le plâtre il est obtenu à partir du gypse. Eh bien, souvent, il doit contenir aussi du gypse, un peu de gypse. Eh bien, en cherchant toujours, on va trouver effectivement que, voilà, on a cette raie, on l'a trouvée, cette deuxième raie qui n'était pas, voilà, cette raie, on vient de la trouver, on l'a trouvée également. Eh bien, toutes les raies maintenant sont indexées. Et ce deuxième composé, eh bien, c'est du gypse. Ça est ce 4 2H2O. Donc on peut dire que ce plâtre commercial, il contient majoritairement du plâtre, mais avec du gypse. Et vous voyez la raie du gypse, comment elle est toute petite, alors qu'on a vu cette raie, dans le cas du gypse pur, voilà son intensité. Non, non, non. Donc ça veut dire que dans ce cas, l'arrêt du gypse, bon, l'intensité est faible, ça veut dire qu'il est en faible proportion. Mais il existe quand même. Et on peut faire la même chose. On peut même, comme j'ai dit, si j'ai un composé inconnu dont je ne connais pas les éléments qui les constituent, ben, la base de données, le logiciel peut me proposer certains composés pour pouvoir donc indexer le spectre et dire que ce spectre appartient à tel ou tel élément. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle l'identification des substances. Alors avec ça, on aura fini le cours de cette année. Il nous reste encore des séries, enfin des exercices de TD, mais il nous reste surtout les travaux pratiques. Alors les travaux pratiques, donc je vais vous déposer cette semaine de polycopier et on va commencer la semaine du 28, nous allons commencer les travaux pratiques. Donc on aura 3 manips, donc une par semaine, et on les commencera, Inch'Allah, la semaine du 28. Donc je vous tiendrai au courant mercredi ou jeudi pour le déroulement de cette épée, et qui se feront en distanciel. Voilà, je vous remercie.